Bonjour, bienvenue dans l'épisode 33 de Dessine-moi un divan, le podcast pour penser la psychanalyse autrement. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, et je vous propose aujourd'hui de nous interroger sur ce qu'est l'argent. Maintenant, vous le savez, la psychanalyse n'est pas close sur elle-même, quand elle est bien faite en tout cas. Et donc pour commencer, on va passer, entre autres, par la sociologie. Vous êtes prêtes, vous êtes prêts ? L'aventure nous attend, c'est parti ? Régulièrement, un ou une analysante m'écrit pour dire qu'elle souhaite arrêter les séances pour des raisons financières. Il y a quelques mois, j'ai reçu ce message. Bonjour, j'ai des problèmes d'argent et le coût des séances ne me permet pas de poursuivre. Je ne peux pas vous payer le prix juste pour les séances. Je voudrais faire une pause si vous en êtes d'accord. Voici ma réponse. Bonjour, qu'est-ce que le prix juste ? Vaste question. Quant à faire une pause, est-ce que ça parle d'autre chose encore que d'argent ? Qu'est-ce qui se dit dans tout ce que vous dites dans ces quelques phrases ? Je vous propose de venir en séance comme prévu demain, de payer ce qui sera possible pour vous demain, afin qu'on en discute ensemble et qu'on décide de la suite à donner. Qu'en pensez-vous ? Il y a tellement de choses qui commencent à se dire dans ce message qui semble pourtant à première vue parler surtout d'argent. Ça parle d'argent, oui, mais pas que. Ça parle de peur, ça parle de coût, et donc ça invite à se poser la question de ce qui coûte dans les séances. Et ce n'est peut-être pas financier, du moins pas que. Ça peut parler du fait que certains sujets en ce moment sont coûteux, que c'est dur, que c'est un travail difficile qui coûte. La notion de justesse renvoie à la dette. La personne me paie-t-elle assez ? Vais-je la laisser tomber pour des histoires d'argent ? Vais-je utiliser ce prétexte pour abuser dans un sens ou dans l'autre ? Que me doit-elle et qu'est-ce que j'en fais ? La demande de pause est-elle au contraire une manière de dire que ce n'est pas le moment d'arrêter, mais qu'elle a peur, qu'elle a besoin de sentir que je reste là, que je n'ai pas peur ? Et il y a la question du cadre. Comment vais-je maintenir le cadre de manière sécurisante pour que le travail se poursuive sans abus, ni dans un sens ni dans l'autre ? Bref, vous l'aurez compris, la séance qui a suivi cet échange et dans lequel on a pu commencer à aborder tout cela était passionnante, touchante, vivante. L'argent est un objet social puisqu'il circule dans la société. C'est également un objet protéiforme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes. Monnaie locale, nationale, qui n'ont pas les mêmes fonctions, chèque, argent numérisé. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que, comme souvent, on constate une polarisation des choses. Ici, avec la monnaie digitale, virtuelle et échangeable partout n'importe quand, et la monnaie locale, sonnante et trébuchante, culturelle et circonscrite. Dans chaque société, il existe des usages autour de l'argent. Il y a des échanges non monétaires et des échanges monétaires. Tout cela dépend des représentations intellectuelles, affectives que tel ou tel groupe social entretiennent par rapport à l'argent, lequel est une institution sociale qui change selon les sociétés et les époques, et dont la circulation suppose une organisation sociale, avec une confiance suffisante pour que l'argent puisse circuler. C'est également un lien coercitif, c'est-à-dire qui exerce une contrainte, puisque, vous l'aurez remarqué, on ne peut, a priori dans nos sociétés, pas vivre sans argent. Pas vraiment, en tout cas, pas pour l'instant. Puisqu'on parle de lien social, parlons de nos relations aux autres et de leur comptabilité. En effet, dans nos relations aux autres, on tient toutes et tous, qu'on s'en rende compte ou non, un grand livre des comptes, une sorte d'ardoise des relations, répertoriant ce qu'on nous doit et ce qu'on doit aux autres. Dans ce grand livre comptable, on trouve de tout. Il y a les relations dans lesquelles une personne nous met en dette. Un exemple. Un homme amène une bouteille de vin chez son fils et sa belle-fille alors qu'ils n'aiment pas le vin, les mettant en posture de devoir dire merci pour quelque chose qu'ils ne veulent pas et n'aiment pas. Autre exemple, une grand-mère offre un cadeau à sa petite-fille qui n'est pas ce qu'elle avait souhaité, et lui reproche ensuite de ne jamais être contente alors qu'elle fait tout pour lui faire plaisir. Il arrive que des personnes nous aient lésés et ne reconnaissent ni leurs responsabilités, ni les conséquences de cela. Parfois, ils ne sont pas en mesure de tenter de réparer, soit parce qu'ils n'ont pas conscience des dommages causés, soit parce qu'ils ne veulent pas, ne peuvent pas le voir et en prendre la responsabilité, soit parce qu'ils sont morts. On se trouve alors face à une injustice multiple en fait. 1, les dégâts, et 2, l'absence de réparation. Alors que fait-on ? Il est rare que quelqu'un aime l'injustice et la subisse avec joie. Parfois, on va retourner la destructivité contre soi, sous diverses formes allant de la dépression, la mise en danger, la dévalorisation, les conduites autodestructrices, etc. Parfois, on va attendre d'autres personnes qu'elles réparent à la place de celles et ceux nous ayant fait du tort. Le tout plus ou moins consciemment, bien sûr. Un exemple. Parce qu'un père a été maltraitant dans l'enfance de son fils, celui-ci attend de son conjoint, son enfant, son supérieur hiérarchique, une politicienne, une prof, etc., qu'il ou elle répare cette injustice grave,
alors que la responsabilité de la maltraitance subie n'est pas la leur. En a découlé un concept très intéressant qui a été proposé par Catherine Ducommun-Nagy, qui est psychiatre et thérapeute familiale, et qu'elle a appelé la légitimité destructive. Et voici la définition qu'elle en donne. Elle résulte de notre attente de justice. Quand nous sommes lésés, il est légitime que nous attendions une réparation. Le problème survient quand la personne qui a causé le dommage refuse de le reconnaître ou bien n'est plus là pour le réparer. Notre attente de justice peut nous entraîner à réclamer notre dû à des personnes qui, elles, ne nous doivent rien. Ici, c'est nous qui devenons injustes, ce qui est destructeur pour nos relations. Grosso modo, cela revient en effet pour une personne à présenter une facture à une ou des personnes qui n'ont rien à voir avec la situation, en attendant de ces personnes qui n'y sont pour rien, qu'elles remboursent là où la personne s'est sentie lésée. On se tourne donc vers les personnes qui en réalité ne sont pas celles qui nous doivent éventuellement quelque chose. Ça peut être son enfant, son conjoint, une amie, etc. Et on va attendre de cette personne qui n'a rien à voir avec ce qui nous serait dû ou ce qu'on souhaiterait, qu'elle répare, qu'elle paie. Vous imaginez aisément, je suppose qu'avec ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Dans le grand livre des comptes, on trouve aussi la dépendance nécessaire des enfants, qui se logent dans les relations fondatrices de leur vie, qui se doivent normalement, et ce n'est pas toujours le cas, sinon je ferai d'ailleurs un autre métier, d'être suffisamment fiables, de confiance, suffisamment saines, sans maltraitance, sans abus. En théorie. Et pour celles et ceux d'entre vous que ça intéresse, je vous invite d'ailleurs à vous pencher sur la théorie de l'attachement, qui a été proposée par John Bowlby, qui était un psychiatre et psychanalyste britannique du siècle passé. Et c'est une théorie qui a été enrichie depuis par d'autres psys qui est vraiment intéressante. Les relations de parents-enfants sont nécessairement asymétriques. Il n'y a en théorie pas de mise en dette des enfants, mais une circulation de la dette, en s'occupant, une fois devenus parents, de leurs propres enfants, par exemple. Encore faut-il avoir suffisamment reçu ce qui ne va pas de soi. En effet, certains enfants n'ont pas suffisamment reçu, et ils vont attendre d'autres personnes que leurs parents, encore une fois, conjoints, enfants, belle-famille, amis, collègues, qui vous voulez, de recevoir ce qu'ils n'ont pas reçu enfant, les mettant, eux, en dette. Et puis bien entendu, même si la dette circule, on a aussi le droit d'être présent pour ses parents âgés, ou pas, ou peu, ou comme on peut en fonction des histoires de chacune et de chacun, lesquelles sont toujours complexes et singulières, vous l'aurez remarqué. Ceci dit, il peut parfois être difficile de se tourner vers ses propres parents pour régler les comptes. Cela vient notamment du besoin des enfants, même très grands, et parfois eux-mêmes parents, voire grands-parents, de protéger l'image parentale et la représentation qu'elles se font de leur enfance. Il existe souvent un besoin fondamental de préserver la relation, donc de se protéger nous-mêmes en tant qu'enfants, notamment par peur de perdre des parents, même quand ces derniers font des dégâts dans leur relation avec leur enfant. Cela soulève la question suivante. Comment faire sans les parents ? Eh bien sans, en fait, jamais. Car même quand il n'y a plus de contact, la relation continue d'exister, ne serait-ce que dans la tête de l'enfant, même quand celui-ci est adulte. La question est donc comment faire avec comment les parents sont, et comment parfois faire avec le fait que les comptes ne seront pas réglés. Et comment faire pour ne pas faire peser cela d'une manière ou d'une autre à son enfant, son conjoint, etc. Un exemple. Il arrive qu'en séance, un parent soit en colère après son enfant et qu'il dise quelque chose comme « Mon enfant a de la chance, moi je n'ai pas vécu cela, il ne se rend pas compte, il ne mesure pas la chance qu'il a, il est ingrat. » Or, pour un enfant, sa vie est juste sa normalité, sa norme. Alors, cela ne veut pas dire pour autant que tout ce qui s'y déroule est normal. Être frappé n'est pas normal, être parentifié n'est pas normal, être humilié n'est pas normal, etc. Même si parce que c'est le quotidien d'un enfant ou d'une enfance, c'est plus ou moins sa normalité, ça n'est pas pour autant ni normal, ni juste. Mais est-ce vraiment légitime qu'un parent veuille à son enfant d'avoir l'enfance qu'il ou elle n'a pas eue ? L'enfant est-il ou est-elle responsable de l'enfance de son parent et du décalage entre les deux enfances ? Demander des comptes à ses enfants plutôt qu'à ses parents, est-ce juste ? Eh bien la réponse est évidemment non. C'est d'autant plus injuste que le parent procède alors à un transfert de dette, impossible à régler, et profondément injuste pour son enfant. Tout ça pour éviter de présenter la facture à ses propres parents. Un autre aspect qui n'est pas coton non plus, celui de la loyauté. Comme le dit Catherine Ducommun-Nagy au sujet des conflits de loyauté, je cite, « Il résulte simplement de notre condition humaine. Dans la mesure où nous sommes engagés dans de multiples relations, nous devons faire face à des attentes multiples et souvent contradictoires de la part des familles et des groupes auxquels nous appartenons. » Bon, et puisque j'aime le théâtre, je ne résiste pas à faire un parallèle en vous disant qu'on retrouve là la notion de dilemme cornélien, à savoir un conflit de loyauté qui nous place devant un choix à faire impossible entre deux inconciliables. Corneille l'a montré dans le Cid notamment, demandez à Chimène et Rodrigue ce qu'ils en pensent. De toute façon, l'argent convoque tellement de choses qu'on pourrait en parler des heures.
Pêle-mêle dans les séances, quand on parle d'argent, il est question de dépendance, d'indépendance, d'autonomie et de liberté, de sécurité, d'amour et d'affection avec l'argent comme monnaie d'échange, de pouvoir, de contrôle, de valeur, de honte aussi, de prétexte et d'excuses, de priorité, et de ce que coûte l'argent, notamment dans le rapport au temps, etc., etc., etc. Bref, ce sont plein de dimensions concrètes qui deviennent très symboliques, que l'on peut explorer autour de la question de l'argent, et c'est passionnant. Pour terminer cet épisode, je voudrais revenir sur des questions qui ont l'air d'être d'ordre pratique et qui ne sont bien évidemment jamais uniquement cela. Généralement, on règle une séance d'analyse en espèces. Alors la première raison est historique, les cartes bancaires n'existaient pas à l'époque de Freud. La deuxième raison est tangible. L'argent n'est pas virtuel, il est trébuchant et sonnant, on le voit, on le touche. La troisième est symbolique, le paiement est immédiat, il n'est pas différé. La dette financière est donc soldée instantanément. Alors une fois qu'on a dit ça, comme on est au XXIe siècle, il y a des personnes qui règlent parfois en chèque, d'autres par virement, notamment pour les séances à distance, et c'est très bien aussi. D'ailleurs, dans les séances à distance, il y a parfois des retards de paiement, des oublis, voire des impayés. Ça parle. La question est, comme toujours, qu'est-ce que ça dit ? Généralement, une séance se règle à la fin. Mais, il arrive que certaines personnes payent au début, ou même en avance. C'est toujours intéressant d'explorer ce que ça peut dire, notamment du rapport à la dette. En effet, si la séance est payée au début ou en avance, alors la dette me revient symboliquement. C'est moi l'analyste qui est mise en situation de devoir quelque chose à l'analysante ou l'analysant. Ou bien, elle se met en situation de ne rien me devoir. Dans tous les cas, ça parle, ça dit des choses, et c'est toujours passionnant de savoir ce que ça raconte. Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.